Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'indicateur stochastique RSI. Donc comme on a vu, cet indicateur stochastique RSI est utilisé dans une stratégie qu'on va voir dans les vidéos futures. Il n'existe pas sur MetaTrader, que ce soit 4 ou 5. Donc ce qu'on a fait à l'épisode précédent, c'est qu'on a été sur le net, on a été chercher un indicateur stochastique RSI pour avoir le source. On a trouvé plusieurs, je vous ai pris le moins pire. Et malgré tout, vous avez vu qu'il y a quelques coquilles. Et bien là, en fait, on va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va le récupérer encore vraiment complètement. On va vérifier toutes les autres fonctions. Et on va même le tester et vérifier effectivement si la formule dedans est bonne. À la fin de cette vidéo, vous aurez un indicateur stochastique RSI pour MT4 et MT5. À savoir que si vous avez suivi les vidéos que j'ai fait sur le robot de trading, le code que je fais est toujours compatible MT4, MT5. Donc que vous soyez sur une plateforme ou l'autre, vous aurez l'indicateur qui sera fonctionnel. Allez, sans plus attendre, on va devant les écrans et on continue le boulot qu'on a commencé. Bon, on continue notre aventure avec TWR, donc la stratégie Tide Wave Ripple, j'avais oublié les mots. Donc la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à reprendre l'indicateur écrit par Monsieur Hossein. Et puis, on a fait différentes choses. Alors, on va rapidement revoir, parce que j'ai fait 2-3 petites modifications. Dans l'init, voilà. Alors, j'ai mis un plus gros au niveau du zoom, parce que je pense que vous ne deviez pas voir grand-chose. Donc ici, je prends le code MT4, mais c'est le même. J'ai fait du copier-coller sur MT4, MT5, pour être sûr d'avoir le même code. Donc là, on commence par une condition pour vérifier les paramètres en entrée. Ok. Ici, attention, quand on est MT4, on a juste ça à faire, pas pour MT5. Ici, les instructions pour informer, pour structurer les buffers, pour les créer, pour les lier dans la plateforme. Ici, on garde uniquement pour l'affichage les indicateurs, les lignes ou les tracés sur le graphique que pour le %K. Donc on supprime les tracés potentiellement pour le RSI et le stochastique du RSI. Pour ça qu'ici, pour MQL4, on fait cette spécificité, et pour MQL5, c'est ce code-là à faire. Ça fait la même chose, mais MT4, MT5, c'est un code différent. Ici, pour MQL5, je crée le handle pour calculer le RSI. Ici, en fait, c'est juste pour formater tous les tableaux en mode série. Alors, c'est pas utile pour MT4, mais c'est utile pour MT5. Et comme ça pose aucun problème de l'avoir aussi en MT4, pour ça que je l'ai mis sur les deux. Et puis ici, c'est pour formater le nombre de digits, donc le nombre de décimales, sur les valeurs affichées pour l'indicateur. Voilà, le onCalculate, qu'est-ce qu'on a fait? On a concentré ici l'init des variables, déjà. Ici, quand on est sur MQL5, on a une petite particularité, c'est que comme je vous ai dit, l'indicateur RSI, sur MT4, c'est nous qui le calculons dans une boucle, et on va le voir tout à l'heure. Par contre, MT5, lui, le calcule automatiquement à chaque nouvelle bougie. Et pour être sûr de traiter les valeurs qui ont été calculées, on doit faire ici un contrôle, vérifier qu'effectivement l'ensemble de l'indicateur a été calculé. Si ce n'est pas le cas, on sort avec 0 pour refaire un calcul complet la fois suivante. Et puis ici, on va recopier les données calculées dans l'indicateur qui sont vraiment internes à la plateforme. On va les récupérer dans notre buffer. Donc c'est pour ça qu'ici, là c'est un truc particulier pour récupérer la bonne quantité de données à recopier. Pas tout recopier à chaque fois, ce serait du perte de temps, et pas oublier de copier des choses. Et puis ici, on fait la copie, donc on transfère les données de l'indicateur calculé dans la plateforme dans notre buffer, et on vérifie, donc j'agrandis un peu, voilà, si la demande du nombre de copies est différente de celle que l'on copie réellement, à ce moment-là, pareil, je considère que c'est une erreur, je renvoie 0, et le coup d'après, on refera le calcul total. Ici, on définit, comme fait régulièrement, la plateforme sur tous les indicateurs pour vérifier ce qu'on doit réellement recalculer. Donc, soit on est au tout début et du coup, on va tout calculer sauf la partie qui n'est pas calculable. Donc typiquement le RSI,
c'est pas la peine de prendre les premières valeurs vu qu'on sait pertinemment qu'elles ne seront pas calculables. Et puis sinon, bah, on prend la différence entre le coup d'avant et, et le nombre de bougies actuelles. On en retire une parce que, enfin, on en rajoute une pour calculer celle qui est en cours. Et puis ici, on fait la boucle de calcul. La boucle, on l'a simplifiée par rapport à ce qui était fait. On a viré toutes les conditions. On va les concentrer dans les fonctions stock et simple MA. Donc pour MT4, bah là, l'indicateur, on doit le calculer, donc on le calcule. Et puis ici, on renseigne le buffer du stochastique avec une fonction qu'on appelle. Et puis ici, on va calculer le pourcent K du stochastique en passant pareil les paramètres. On a changé la structuration des paramètres, enfin l'organisation des paramètres, pour avoir quelque chose de cohérent et lisible, avec toujours en premier le buffer qui est concerné par les calculs qui vont être faits. Ensuite, l'indice dans lequel on va travailler. Et puis ici, le nombre total des bougies. Alors, on aurait pu le récupérer d'une autre façon dans la fonction, par la fonction ibars par exemple. Bon, là, j'ai gardé le même principe qu'il avait, c'est qu'en fait, il renvoie en fait le rate total reçu par la fonction onCalculate. Bon, pourquoi pas? Bon, franchement, pourquoi pas? Et par défaut, bah en fait, comme tout est fait, qu'on n'a pas eu d'erreur, on n'est pas sorti violemment, bah à ce moment-là, on dit, bah, on a tout calculé et tout va bien. Dans le stochastique, la fonction stochastique, on a ici changé, on a mis const partout. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qu'on reçoit, on ne va pas les changer, donc en fait, c'est une protection. C'est que si dans le code qu'on a mis dans cette fonction, on fait par inadvertance une modification d'un des paramètres, ça ne va pas modifier le paramètre. C'est ma méthode. Si vous avez la vôtre, hein, franchement, dites-le en commentaire et puis faites-le, hein, ça ne pose aucun problème. Ici, donc, on concentre la déclaration des variables. Ici, on se protège. C'est-à-dire que si on n'a pas moyen de calculer vraiment le stochastique, parce qu'on n'est pas dans les bons indices, à ce moment-là, on sort avec une valeur nulle qui sera enregistrée dans le tableau par celui qui appelle la fonction. Ici, on définit, enfin, on va récupérer le plus grand du RSI et le plus petit. Donc on passe le tableau ici RSI, on rentre la période du stochastique, puisqu'en fait on veut le plus grand pendant la période du stochastique, parce que c'est ça qui va nous servir à calculer le stochastique. Et puis Shift, c'est l'indice ici qu'on a passé. Ici, une protection contre la division par 0. Comme je vous ai dit, attention, les égalités avec les valeurs doubles ou float, c'est pas une condition d'avenir, donc faites gaffe à ça. Et puis ici, on calcule avec la formule du stochastique. On ira tout à l'heure sur le chat GPT, je vous montrerai, c'est effectivement le mode de calcul qui est fait. Donc si vous avez tout ça, et que vous avez osé faire compiler, vous avez dû voir que ça ne marchait pas. Ce qui est normal, hein, parce qu'en fait on n'a pas fait la suite. Mais je vous montre quand même, compilation, sur MT4, ça passe pas. Et si je vais sur MT5, ici, eh ben ça passe pas non plus. Alors c'est marrant parce que en fait, c'est le même code, hein. J'ai fait du copier-coller, c'est le même code, mais on n'a pas les mêmes erreurs. C'est assez rigolo parce que bon, le compilateur, il devrait faire les mêmes erreurs. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la fonction highest et lowest, il ne trouve pas, la fonction. Alors c'est très bizarre, puisqu'enfin si on regarde bien ici, on appelle highest et lowest, et elles sont définies ici, lowest et highest. Pourquoi? Bizarre. On va voir tout à l'heure. Et puis ici, sur MT5, il nous dit pareil que... alors là, par contre, c'est intéressant, parce que ici, il ne nous dit pas le pourquoi. Il dit juste que le prototypage de la fonction qu'on appelle n'est pas trouvé, donc ça lui pose un problème. Par contre, ici, il nous dit, attention, la variable ne peut pas être passée en référence. Et effectivement, ici, dans le stochastique, on passe le RSI, et le RSI, c'est un paramètre qui est passé en référence. Vous savez qu'il y a deux modes de passage de paramètres. Il y a par valeur et par référence. Quand on met le petit « et » devant, on passe l'adresse de la variable. Donc on passe une référence à la variable. Ce qu'on peut faire, hein, ça pose aucun problème, ça évite par exemple de passer l'intégralité du tableau, ce qui serait tout à fait ridicule. Autant dire, ben, le tableau il est là, hein, donc tu te démerdes avec. Et le const devant, c'est pour ne pas, par inadvertance, modifier le tableau du RSI. Quand on le passe là, théoriquement il n'y a pas de problème, puisqu'ici on passe bien le tableau, qui est bien une adresse. Sauf que ici on n'a pas mis const. Et effectivement, ici on passe vraiment une adresse. Et ici on ne lui dit pas attention, enfin,
Il faut avoir un passage identique. Donc là, si on veut corriger, c'est simple. On met constante ici, on met constante là, on compile. Bon, il y a toujours une erreur parce que j'ai pas déclaré un truc plus loin, mais ça, on s'en fout. C'est quoi d'ailleurs? Ouais, c'est période, parce qu'en fait, on a changé ici. Bon, c'est pas grave. On verra tout à l'heure. Voilà. Bon, bref, ça compile pas, mais c'est pas grave. Vous avez juste ici, dans les fonctions, pareil sur MT4, hein, c'est la même erreur, hein, sauf qu'il dit pas la même chose. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce qu'effectivement, on se rend compte que suivant le compilateur MT4 MT5, on n'a pas les mêmes précisions sur les erreurs. MT5 est plus précis. Bon, allez, on va pas corriger, de toute façon, on va tout modifier derrière, donc c'est pas la peine de s'exciter. Nous étions ici sur le stochastique, avec les appels justement pour chercher le plus grand et chercher le plus petit. Lui, pour chercher le plus petit, ce qu'il a fait, il a fait une boucle, et puis alors il a initialisé le résultat à 0, il a fait une boucle, et si c'est égal à 0, il renseigne le résultat avec la valeur qu'il a lue, et puis sinon, bah, il va vérifier si effectivement on a bien une information qui est plus petite que celle qu'il avait mémorisée avant. Ce qui fait que la sortie sera forcément le plus petit de la zone contrôlée par la boucle. Alors, là il y a une erreur. Alors, la première erreur, bien sûr, c'est le passage de paramètres. Bon, ça, ok. Ici, il dit low. Alors, ça me pose un problème. C'est pas le tableau, là. Enfin, c'est un tableau, mais c'est pas un tableau des plus petits, là. C'est un tableau du RSI. On passe bien le RSI, là. Donc, je trouve que c'est piégeant, et ça, faites gaffe au nom que vous donnez à vos variables, c'est piégeant d'appeler ça low, alors qu'en fait, c'est pas un tableau de plus petit, c'est un tableau de code RSI, enfin, de calcul RSI. Donc pour moi, on change ici, on met RSI, pareil ici, le high, on met RSI partout. Puis là aussi, tant qu'à faire, ça évitera les problèmes de compilation. J'ai mis const, ouais c'est bon. Alors ça c'est intéressant de regarder. Alors ça pose pas de problème pour le fonctionnement. Vraiment, ça pose aucun problème. Mais si vous nommez mal vos variables, quand vous relisez votre code, et surtout quand vous le reprenez quelques temps après, souvent les gens ne mettent pas forcément beaucoup de commentaires. Je ne sais pas si vous en mettez beaucoup, moi j'en mets pas mal, mais malgré tout, des fois j'en mets pas, parce que c'est des blocs qui sont intègres. Mais du coup, c'est en lisant le code que je comprends le fonctionnement. Mais si vous nommez vos variables avec des noms qui n'ont pas le sens réel de ce qu'il y a dedans, ça va vous poser des problèmes. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? La longueur, imaginons que l'on veut chercher, par exemple, on veut chercher le plus petit sur une longueur de 4. On a un tableau, et à partir d'un indice, on veut vérifier les 4 et quel est le plus petit des 4. Là, je vous fais un petit graphique. Donc là, regardez ce qu'il fait. Donc je vais vous le mettre comme ça, ce sera peut-être un peu plus lisible. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une boucle, et il va le pointer sur l'indice sur lequel on veut commencer à travailler. Et il va faire la boucle tant que i est inférieur ou égal à l'indice plus 4. Je vous fais un petit dessin, regardez. L'indice, on va considérer que l'indice c'est x par exemple, et la longueur est de 4. Regardez, si on fait x plus 4, il va prendre 5 valeurs. En fait, il va prendre une valeur en plus. Donc là, son code ici, il est faux. Et en fait, normalement, c'est ça. C'est inférieur strictement. Donc là, il a une erreur dans son code. Et pareil sur l'autre fonction, bien sûr, c'est inférieur strictement. Maintenant, son code marche, c'est très bien. Maintenant qu'on a corrigé, ça marche. Après, est-ce que ça posait problème? Oui et non. Non, parce que quelque part, bon, effectivement, le calcul sera faux. Et après, on va retravailler une moyenne mobile. Donc la moyenne mobile, ça va être lissé dedans, ça va être pas forcément propre, mais il y aura un petit décalage qui n'est pas forcément gênant. Mais c'est pas le vrai calcul. Donc, c'est une vraie erreur. Maintenant, ici, tout ça, là, c'est quoi? En fait, c'est une recherche du plus petit dans une zone d'un tableau. Mais en fait, MetaTrader, il le fait. Allez, on va sur la référence MQL4. On verra MQL5 tout à l'heure, vous excitez pas. Regardez, on va dans les fonctions liées au tableau. Donc arrêt, je l'ai perdu, il est là, en haut. Ici, on a différentes choses.
Et entre autres, on a arrêt maximum et arrêt minimum. Cherche un élément avec la valeur minimum. Lui, il a fait une boucle. Mais ok, mais on peut le faire comme ça. On va appeler ici arrêt minimum, ici const void arrêt. Ça tombe bien, c'est un tableau, c'est notre tableau. Ici, c'est le nombre de valeurs traitées. Bon, on passera la taille, c'est bon, on l'a. Et ici, c'est l'indice où on commence le contrôle. C'est exactement sa fonction. Exactement sa fonction. Par contre, il retourne quoi, le int? La valeur retourne l'index, attention, l'indice de la valeur trouvée. C'est pas la valeur. C'est génial, on va faire ça. Donc on a dit le tableau, le nombre de données et l'indice. Et bien en fait je fais ça. Ici j'appelle la fonction arrêt minimum avec le tableau, le nombre de données et l'index. Et puis je récupère tout bêtement la valeur du tableau. Alors attention quand même, ce que j'ai fait c'est pas bien. On regarde ici, il dit voilà, on retourne l'index de la valeur, mais en cas d'erreur on retourne -1. Donc ici, si jamais ici cette fonction retourne une erreur, RSI de -1, il ne va pas apprécier. Donc là, ce que j'ai fait, non, c'est pas ça, il faut vraiment faire quelque chose de beaucoup plus propre. Donc là, ce que je fais, c'est que je crée une variable index, que je fais index égale, et là, j'appelle la fonction, donc là, arrêt minimum, avec un point virgule, et après, je vais renseigner le result. Alors c'est facile. Première chose, si l'index est inférieur à 0. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais dire que c'est égal à empty value. Et sinon, je prends le résultat du tableau avec l'index. Voilà, ça c'est mieux et ça permet d'éviter les bêtises. Donc je reprends, donc là je déclare l'index, je récupère l'index avec cette fonction, ce qui fait que j'ai plus embêté avec des boucles, avec les inférieurs. Non, 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 c'est bon, ça marche, c'est fait. Ici par contre je fais cette petite chose avec le point d'interrogation que j'adore, en fait c'est un if else, hein, tout bêtement, c'est que si l'index est inférieur à 0, à ce moment-là je sors la valeur, un peu comme ici lui il faisait avec une valeur qui était par défaut, et puis sinon je récupère carrément la valeur dans le tableau. Ce qui fait que toute cette boucle-là, ça dégage. C'est beaucoup plus clair, et en plus ça sera beaucoup plus rapide. Alors, ça va pas changer votre vie, hein. Non, mais par contre on a une instruction native qui existe dans le langage MQL4 ou même LQL5, autant l'utiliser. Donc ça, je fais la même chose pour le highest, sauf que bien sûr, vous vous en doutez, c'est pas minimum, c'est maximum. Attention, là il y a un piège. Ce que j'ai mis, c'est bon, hein. Non, non, je vous assure, ce que j'ai mis, c'est bon. Mais il y a un piège. Alors le piège, alors je vous avoue, j'y ai eu droit parce que quand j'ai fait ça, je me suis dit, c'est bon, je recopie dans MT5, j'ai testé MT4, ça fonctionne, j'ai testé MT5, ça fonctionne pas. Ah mais ça fonctionne vraiment pas. Donc j'étais assez étonné, et ce que j'ai fait, c'est que arrêt minimum, j'ai ouvert ici le référentiel MQL5. Alors là, je vous mets côte à côte le référentiel MQL4, voilà, avec le référentiel MQL5. Arrêt minimum, arrêt minimum. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose sur l'écran qui vous saute aux yeux? C'est visible, mais c'est vrai que c'est petit. En fait, regardez, ici, on a le tableau, ici, on a le tableau. Nickel. Ici, on a le compteur, ici, on a le compteur. Nickel. Ici, on a l'index de départ. Ici, on a l'index de départ. Vous n'avez toujours pas vu l'erreur? Pourtant, j'ai fait exprès. Maintenant, regardez le premier ici. C'est bien const void et commercial arrêt. C'est bien l'adresse du tableau. Ici, le premier, c'est bien l'adresse du tableau. Okay. Le deuxième, ici, c'est un entier. Donc, on est bien sur l'entier. C'est bien int. Et c'est bien un compteur du nombre de valeurs. Et par défaut, on prend l'intégralité du tableau. Ici, le deuxième paramètre, c'est l'indice. Eh oui, ils ont inversé, ça c'est vache, ils ont inversé le nombre de données avec l'index de départ des calculs. Ici, c'est l'index de départ des calculs et le nombre de valeurs.
Ah mais là, c'est piégeant, hein. Franchement, c'est piégeant. Et je me suis fait avoir, et je pense qu'il y en a pas mal qui se sont fait avoir aussi. Parce que comme ça, lorsqu'on regarde rapidement, on dit mais non, c'est bon, il y a les mêmes données. Alors moi, tout ce que je fais quand je vois des informations comme ça, je regarde surtout les types de données. C'est souvent ça qui est piégeant. Mais là, c'est le même type, donc si on regarde trop rapidement, bah, on voit que c'est pareil. C'est pas pareil. Donc ici, on a un petit quelque chose à faire. Voilà ce que je vous propose de faire. Ici, si on est sur MQL4, on fait bien le tableau, la longueur, l'index. Ici, si on est sur MQL5, on fait bien le tableau, l'index, la longueur. Voilà, il faut le faire donc pour le arrêt minimum et ici le arrêt maximum. Ouais, c'est piège, hein, c'est le piège. Bon, voilà. Ensuite, ici, on met const parce qu'on ne veut pas changer la donnée. Voilà, tac. Et ici, pareil, c'est une constante, on ne veut pas changer la donnée. On aligne pour faire du propre. Bon, ça vous connaissez, si vous avez suivi mes travaux sur le robot, c'est le côté un peu extrémiste. C'est pas grave, le principal, c'est que ça fonctionne. Allez, zou, on fait comme ça et tout va bien. Donc on reprend ici, on a bien la recherche du plus petit, la recherche du plus grand. Là, on passe donc les paramètres qui vont bien dans l'ordre. Et puis ici, on a par contre la petite subtilité. Et puis surtout, on utilise comme la fonction native de MetaTrader. Et puis on finit par la moyenne mobile. Alors la moyenne mobile, là, il fait quelque chose de particulier. Donc là, il rentre le prix, la position et le rate total. Alors là, j'ai du mal à comprendre pourquoi il appelle shift ici quand il parle d'index, enfin d'indice dans un tableau, et là il appelle position. Ça n'a pas trop de sens. À chaque fois, c'est vraiment piégeant. Changer les noms comme ça, c'est vraiment pas cool. Faut être cohérent en fait. Quand vous faites un code, alors là, il a peut-être recopié des fonctions à droite à gauche, mais à ce moment-là, on change les noms, on reste cohérent. Nous, on fait un code unique. Faut pas faut pas avoir l'impression d'avoir des morceaux de puzzle qui viennent de jeux différents. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc ça, bon, c'est ma petite réflexion sur le coup. Là, je vais aligner tout ce petit monde pour que ce soit plus lisible. Voilà, et comme ça, hop là, pardon. Et puis voilà. Le rate total passé par l'adresse, je vois aucun intérêt de faire ça. C'est une valeur en int, franchement. Bon, bref, voilà. Non, parce que passer par adresse, alors pour ceux qui connaissent les différences, passer par valeur, on prend la valeur et on la met dans une pile de données qui est donc qui est chargée et qui est récupérée, utilisée directement par la fonction. Si la fonction modifie le paramètre, si on n'a pas mis const devant, on peut modifier le paramètre. Ça va modifier à l'endroit où on a empilé ces données. Et quand on sort de la fonction, bah, tout ce qu'on a modifié dans ces paramètres, bah, c'est oublié, voilà, c'est fini. Si par contre on veut par exemple une fonction qui renseigne réellement la donnée qui est en paramètre et que la fonction appelante doit récupérer les données modifiées, à ce moment-là on passe une adresse. Si le rate total, j'avais vraiment modifié dans la fonction ici sa valeur et que je voulais la réutiliser par la fonction appelante, là effectivement je vais passer l'adresse. Et là, si j'avais changé là-dedans rate total, bah, la fonction qui appelle le simple EMA, il aurait vu la valeur de son information modifiée réellement. Là, il n'y a aucun intérêt. Donc on passe le prix, le chiffre, donc l'index, enfin l'indice dans le tableau et le rate total, parce qu'on va travailler sur le tableau global. Alors ici, il fait ce petit calcul-là. Pour moi, c'est faux. Pour moi, c'est faux, parce que là, dans notre cas, quand on calcule la moyenne mobile, rappelez-vous, premier calcul que l'on fait, on calcule le RSI. Deuxième calcul que l'on fait, avec le RSI, on calcule son stochastique. Et troisième calcul, on va partir sur le stochastique. D'ailleurs, on aurait même pu appeler sto ou stochastique plutôt que price. On prend le stochastique et on fait la moyenne mobile. Si on reprend le petit tableau que je vous ai montré tout à l'heure sur l'écran, imaginons qu'on ait 2 pour le RSI, 4 pour la période du stochastique, puis on va dire 3 pour la moyenne mobile. On ne peut pas calculer la moyenne mobile si notre indice est supérieur au nombre total de bougies moins la période du RSI plus la période du stochastique plus la période du %K moins 2 puisque les périodes se chevauchent. Donc là, ce qu'il a mis ici, eh ben, c'est pas bon. Autre chose,
ici, il initialise le résultat avec 0. Et il considère que si on n'est pas dans la bonne condition, à ce moment-là, on sort directement le résultat sans avoir fait aucun calcul. Alors, oui, ok, alors même si la condition est fausse là, mais effectivement, si on a ça, on sort, on ne fait pas le calcul. Mais expliquez-moi, pourquoi à chaque fois il sort empty value, qui est la valeur par défaut d'un buffer avec une valeur non utilisable, ici, il sort 0. Ben non, si on ne fait pas le calcul, on ne sort pas 0, parce que 0, ça sera une valeur. Ça sera une valeur utilisable et visible sur l'écran. Donc non, là, ce qu'on doit faire, c'est potentiellement, on met empty value. Et là, il y a un sens. Là, il y a un réel sens. C'est qu'en fait, cette fonction va retourner une valeur nulle, donc une valeur vide, si jamais on n'a pas fait les calculs. Là, il y a un réel sens. Alors de toute façon, moi, ce que je vais faire, ici, je vais déclarer les variables. Donc on arrête ce genre de choses avec les définitions dans le corps. Moi, j'aime pas, franchement. Alors si vous le faites, tant mieux, hein. Mais moi, j'aime pas, je suis désolé. Ici, la condition, on va la changer, plutôt que faire une valeur par défaut et une condition pour calculer, ce qui est très bien, hein. Franchement, c'est une manière de faire, hein. Je vais faire différemment, mais celle-là, elle est très bonne aussi. Donc là, ça, je le vire, et à la place, je dis, bah voilà, si l'indice est supérieur à ce calcul qu'on a vu tout à l'heure sur le tableau, à ce moment-là, hop, je vous l'agrandis, je sors empty value. Voilà, je ne fais pas le calcul. Point. Par contre, dans l'autre cas, donc ça, je sors ça, ça ne sert plus à rien. Par contre, dans l'autre cas, je vais calculer. Comment on calcule une moyenne mobile simple? C'est simple. Enfin, c'est simple, oui. On fait la somme de l'ensemble des valeurs, et quand on a cette somme-là, on la divise par le nombre de valeurs. Ça fait une moyenne mobile. Ça va, c'est pas très compliqué. Donc là, lui, ce qu'il fait, c'est ça, effectivement, sauf qu'il vérifie avec le empty value. Nous, on l'a fait ça. Nous, cette condition, elle sert absolument à rien, puisqu'en fait, c'est compris quelque part ici. C'est que si jamais cette condition est valable, enfin, si jamais cette condition n'est pas bonne, ça veut dire qu'on est forcément dans une zone qui a été calculée. Donc on n'aura jamais cette condition-là. Et là, c'est pas la peine de faire cette condition dans une boucle en plus. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas moi, 75, vous allez faire 75 fois un test qui ne sert à rien. Alors que là, on l'a fait qu'une seule et unique fois. Donc, hop, on fait ça, on fait tout bêtement, on initialise à 0 le résultat. Ici, on fait la boucle pour aller dans l'ensemble des données, enfin de la taille, pour faire le calcul de moyenne mobile, et on fait la somme. Donc pour faire la somme, je vous rappelle qu'ici, le plus égal, c'est comme si j'avais écrit résulte égale résulte plus cette valeur-là. Voilà, donc c'est un petit raccourci. Et puis à la fin ici, en fait lui il a fait ça, il a fait diviser égal, ce qui revient à la même chose que plus égal, hein. Avec la période, moi pareil, je fais ça. Moi je retourne directement, hein, je ne m'emmerde pas. Je fais un retourne, je retourne la valeur qui est le résultat divisé par la période de %K. Je vais quand même compiler. Alors ça marche pas, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Résulte avec un R majuscule. Alors effectivement, là j'ai oublié de déclarer résulte. Donc on va faire ça. Et puis dans highest, j'imagine que c'est la même chose. Oui, j'ai fait la même bêtise. Ok, très bien. Après, il me dit quoi? Il y a des problèmes de balance de parenthèses. Ok, bon, on va vérifier ça. Oui, alors effectivement, c'est un tableau, donc c'est comme ça. Et j'imagine que là, on a fait la même bêtise. Oui, tout à fait, voilà. Ça marche mieux comme ça. Alors, je fais un CTRL A, CTRL C, et dans le CTRL A, CTRL V du côté MQL5. Donc là, c'est vraiment le même code. Je compile, et ça fonctionne aussi. Là, on a un code qui est compatible, vraiment, vous avez vu, hein, c'est la même chose. Il est compatible entre MT4 et MT5, et puis on a corrigé 2-3 petites coquilles, on a réaligné, en tout cas ce que l'on a fait là, on s'est approprié le code de Monsieur Hossein. Voilà, c'est pas forcément du plagiat, puisqu'en fait on va l'agrémenter. En plus, il y a plein de choses qu'il n'avait pas faites et qu'on a ajoutées déjà. C'est juste qu'au lieu de partir de zéro, ce qu'on aurait pu largement faire, on est vraiment parti d'une base existante et puis on a pris, voilà, on a fait ce qui était possible à faire sans forcément lui voler son travail. En tout cas, moi, je le remercie parce que c'était un bon point de départ. On va comme regarder ce qui se fait sur la plateforme directement, pour être sûr.
Bon, donc là je suis sur MT4, je prends celui-ci parce que c'est là où on a modifié. On a 14, 8, 5, oui, bah après pourquoi pas. On trace, on a bien une ligne ici qui est vraiment uniquement le stochastique du RSI. Donc là je suis sur l'euro-dollar en H1 sur la plateforme MT4. On va regarder maintenant MT5. Donc maintenant je suis sur le compte MetaTrader 5, je fais le stock, les d'entrée n'ont pas évolué, il n'y a pas de problème, je fais OK, nickel, et si je vais les deux plateformes l'une sur l'autre, voilà. Donc on voit qu'ici on a donc MT5 en bas et MT4 en haut, et on a les courbes qui ont les mêmes formes, donc il n'y a pas de problème, et même la valeur ici, c'est pas la même valeur ici. Ce qui est logique, on n'a pas le même courtier, donc peut-être que les bougies n'ont pas forcément les mêmes informations, les mêmes valeurs. C'est tout à fait logique. Si on va ici dans les données, donc là je suis sur MT4, hein. Hop, je ferme ça. Si je vais dans les données, on voit que la fenêtre de l'indicateur numéro 1, on n'a que le sto RSI, donc on n'a que notre valeur, la seule donnée qu'on a voulu avoir. Et si je vais donc dans MT5, fenêtre de données, cette fois-ci elle est affichée à droite, c'est dommage. On peut pas le mettre? Ah non, d'accord, mais il veut pas. Bon bref, c'est pas grave, on va l'agrandir ici. Et on voit qu'ici, pareil, j'ai une seule donnée, la seule donnée, c'est le graphique qu'on a affiché. Ça veut dire que dans tous les paramètres qu'on a donnés, aussi bien pour MT4 que pour MT5, au niveau de l'affichage sur le marché, c'est nickel. Et au niveau de la fenêtre de données, on a bien filtré et on ne voit que l'information qui nous intéresse. Donc là, déjà, dans ce lot de vidéos, vous avez aujourd'hui un indicateur qui marche aussi bien sur MT4 que sur MT5 avec un code compatible. Encore une fois, on a prouvé qu'on pouvait le faire. Et vous avez votre propre indicateur. Alors, on pourrait rajouter dedans le pourcent K, le pourcent D, tout ça. Bon, là, c'était pas forcément utile dans notre cas. Mais vous pouvez l'ajouter, ça pose aucun problème. Bon, maintenant, on a récupéré donc le code de Monsieur Hossein. On l'a retravaillé, mais on a pris ses formules à lui. On va quand même vérifier si effectivement le calcul du stochastique, c'est bien le calcul qu'il a mis. C'est-à-dire qu'on prend le minimum, le plus grand de la période, et puis on fait une petite division. Donc pour ça, je vais aller sur ChatGPT, mais franchement là c'est du luxe, hein, parce que vous cherchez sur Google et vous allez trouver beaucoup de sites qui donnent les formules. Donc je pose la question tout simplement, comment calculer le stochastique RSI sur la plateforme MetaTrader? Et il n'y a plus qu'à lancer la demande, et il va nous raconter sa petite vie. Alors oui, effectivement, MetaTrader n'intègre pas le stochastique RSI. Et le stochastique RSI, on prend le RSI moins le minimum, divisé par le maximum moins le minimum. Effectivement, la valeur c'est entre 0 et 1 ou entre 0 et 100. Nous on l'a fait entre 0 et 100. Et pour preuve ici, j'ouvre le code et je vois bien que, alors, on multiplie par 100 pour avoir une valeur entre 0 et 100. Ici, on fait bien le RSI moins le plus petit, c'est bien ça, divisé par le plus grand moins le plus petit. Donc on a bien la bonne formule. Ça, c'est très très bien. Après, ici, il indique étape, installer l'indicateur recommandé. Bon, après, il dit comment le récupérer. Bon, bref, ok. Mais la formule, c'est surtout ça qui est intéressant, la formule que l'on a est la bonne. Donc on n'a aucun souci à se faire, on est tranquille. Alors sauf que lui, il utilise après les pourcents K, pourcents D, nous on a uniquement le pourcent K vu qu'on récupère ce qui est montré dans la vidéo de Yuri Shramenko. Alors pour aller jusqu'au bout de la recherche, là je suis sur Google, je fais format du calcul de stochastique RSI. La première réponse, c'est TradingView, donc c'est pas mal, c'est une bonne référence. Donc là, ok, il montre ça, différents blabla, et ici, stochastique RSI, c'est RSI moins le plus petit divisé par le plus grand, divisé moins le plus petit. Donc on a la même formule, vous voyez, pas la peine forcément d'avoir ChatGPT, une simple recherche Google vous donne l'information. Donc maintenant que vous avez un indicateur Sto RSI, qui va nous permettre de travailler sur la suite, l'étape d'après, vraiment, c'est analyser les paramètres vus dans la vidéo de Yuri Shramenko pour les comprendre, pour savoir comment sont faits les différents calculs. Et puis, ensuite, on va travailler sur cet indicateur et on va l'améliorer, on va le changer, on va en faire peut-être 3 différents en fonction des différents calculs possibles à faire. Et puis après, on va tout intégrer pour faire un seul et unique indicateur qui va permettre de globaliser la stratégie à un seul endroit. Et ben voilà, vous avez votre indicateur stochastique RSI
sur la plateforme MT4 et sur la plateforme MT5. C'est bon, on a une base de travail. Alors, oui, je vous dis, on a une base de travail. C'est-à-dire que si on reprend la toute première vidéo sur la stratégie TWR, vous avez vu que l'indicateur tourne sur 3 timeframes différentes et il dessine les 3 résultats sur le même graphique. Ce qu'on a fait là, c'est uniquement pour travailler sur votre unité de temps sur laquelle vous êtes. Et ça va poser des très gros problèmes. Vraiment des très gros problèmes, mais je vous laisse tranquille. On verra ça la prochaine fois. Vous verrez que transformer un indicateur qui est sur une seule unité de temps en un indicateur qui fait plusieurs modes de fonctionnement et sur plusieurs unités de temps, ça peut poser des gros problèmes. Alors, je vous spoile pas trop, mais on verra ça la semaine prochaine. D'ici là, vous savez ce que vous avez à faire. L'abonnement, le like, l'abonnement et le partage. Voilà, refaites-les plusieurs fois pour être sûr, comme ça moi je suis très content et la chaîne est mise en avant. Allez, d'ici là, j'arrête mes bêtises et on se dit à la prochaine, faites gaffe sur les marchés.